Je m'appelle Grace, j'ai 22 ans, et il y a 2 semaines, je me suis effondré sur scène devant 3000 personnes. Le jour où je devais prononcer le discours de major de promotion, le médecin a dit que j'avais une tumeur au cerveau. Il devait opérer immédiatement. Ils ont appelé mes parents. Personne n'a répondu. 3 jours plus tard, quand je me suis enfin réveillé, entouré de machines qui bipaient et de tubes intraveineux, la première chose que j'ai vue n'était pas les visages inquiets de ma famille. C'était une publication Instagram de ma sœur. Toute la famille, souriant devant la tour Eiffel, avec la légende « Voyage en famille à Paris ». Enfin, pas de stress, pas de drame. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas commenté. Je ne les ai pas appelés pour les confronter, jusqu'à ce que 65 appels manqués de mon père apparaissent sur mon écran, accompagnés d'un texto « On a besoin de toi ». Réponds immédiatement. C'est là que j'ai réalisé qu'ils n'appelaient pas parce que je leur manquais. Ils appelaient parce qu'ils avaient besoin de toute autre chose. Avant de continuer, si vous trouvez que cette histoire vaut la peine d'être entendue, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment savoir comment cela se termine. Et si vous regardez en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 4 semaines en arrière, au jour où tout a commencé à s'effondrer. 4 semaines avant la remise des diplômes, je suis dans la cuisine de mon enfance, regardant maman feuilleter une pile de magazines de mariage. Pas pour moi, bien sûr, pour Meredith. Ma sœur aînée vient de se fiancer, et soudain, toute la maison tourne autour de son calendrier. Grace, peux-tu aller chercher les échantillons de serviettes à l'imprimerie demain? Maman ne lève pas les yeux. Meredith est trop occupée avec les essayages de sa robe. J'ai mes examens, maman. Tu te débrouilleras. Tu te débrouilles toujours. C'est ça, le problème quand on est la personne fiable. Tout le monde suppose que vous allez simplement tout gérer. Ça fait 4 ans que je gère tout, travaillant 25 heures par semaine dans un café tout en maintenant une moyenne parfaite de 4.0, payant mes propres frais de scolarité grâce à des bourses et des pourboires. Pendant ce temps, toute l'éducation de Meredith a été financée par nos parents, chaque semestre, sans poser de questions. Maman, je voulais justement te parler de la remise des diplômes. Je garde une voix neutre. J'ai besoin de trouver quelque chose à porter pour la cérémonie. Peut-être qu'on pourrait aller faire du shopping ce week-end. Maman lève enfin les yeux, mais son regard retourne déjà vers les magazines. Chérie, tu es si douée pour trouver des bonnes affaires en ligne. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Je dois me concentrer sur la fête de fiançailles de ta sœur. C'est dans 2 semaines. Mais la remise des diplômes, c'est... Grace. Son ton se durcit. Ta sœur amène les parents de son fiancé. Tout doit être parfait. Je hoche la tête. Je hoche toujours la tête. Plus tard ce soir-là, je plie du linge dans mon ancienne chambre quand j'entends maman au téléphone avec son amie Linda. Oh, la remise des diplômes. Oui, elle est major de promotion. Tu y crois? Une pause, un rire. Mais honnêtement, le timing est terrible. La fête de fiançailles de Meredith est la même semaine, et c'est la priorité. Grace comprend. Elle a toujours été si indépendante. Indépendante. C'est le mot qu'ils utilisent quand ils veulent dire oubliable. Cette nuit-là, j'appelle la seule personne qui m'ait jamais demandé comment j'allais vraiment. Papy Howard décroche à la 2e sonnerie. Gracie, je pensais justement à toi. Quelque chose se détend dans ma poitrine. Salut, papy. Raconte-moi tout. Comment se passent les examens? Et le discours, ça avance? Je m'affale sur mon lit, le téléphone collé à l'oreille. Pendant les 20 minutes suivantes, je parle vraiment, de ma thèse, du discours que j'ai réécrit 6 fois, de ma terreur à l'idée de me tenir devant des milliers de personnes. Grace, dit papy quand j'ai fini. Tu as déjà ta robe? Tes chaussures? As-tu besoin de quelque chose? Ma gorge se serre. Ça va, papy. Vraiment. Il reste silencieux un moment, le genre de silence qui signifie qu'il ne me croit pas. Ta grand-mère serait si fière de toi, dit-il finalement. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle disait toujours que tu avais son esprit. Je n'ai jamais connu grand-mère Eleanor. Elle est morte avant ma naissance.
Mais j'ai vu des photos. Tout le monde dit que je lui ressemble trait pour trait. Les mêmes cheveux sombres, le même menton têtu. Je serai là, Grace. Au premier rang. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Merci, papy. Ma voix s'est légèrement brisée. Ça compte beaucoup. Et Grace, j'ai quelque chose pour toi. Un cadeau. Ta grand-mère voulait que tu l'aies quand tu serais diplômé. Je le garde depuis des années. Avant que je puisse demander ce que c'est, Meredith fait irruption dans ma chambre sans frapper. Grace, tu as utilisé mon shampoing sec? Je ne le trouve nulle part. Je couvre le téléphone. Je n'utilise pas tes affaires, Meredith. Elle lève les yeux au ciel, exhibant sa bague de fiançailles comme une arme. Peu importe. Oh, félicitations pour le truc de major, je suppose. Puis elle disparaît. Papy a tout entendu. Il ne dit rien, mais son silence en dit long. Une semaine avant la remise des diplômes, je fonctionne avec 4 heures de sommeil, 3 tasses de café et de la pure rancœur. Les examens sont terminés. Ma thèse est rendue. J'ai enchaîné les services au café parce que le loyer est dû, et je refuse de demander de l'aide à mes parents. Ils s'en serviraient comme d'une arme plus tard. On t'a aidé avec le loyer cette fois-là, tu te souviens? J'ai mal à la tête depuis 3 jours d'affilée. Je me dis que c'est le stress. C'est toujours le stress. Maman appelle alors que j'essuie les tables après la fermeture. Grace, j'ai besoin de toi à la maison ce week-end. La fête de fiançailles est samedi et j'ai besoin d'aide pour l'installation. Maman, je travaille. Dis que tu es malade. Meredith a besoin de toi. Je serre le téléphone si fort que mes jointures blanchissent. Et ce dont j'ai besoin, moi? Silence. Puis, Grace, ne sois pas dramatique. C'est juste un week-end. Ta sœur ne se fiance qu'une fois. Et je ne suis diplômé qu'une fois, je pense. Major de promotion. 4 ans de notes parfaites en me tuant au travail. Mais je ne le dis pas. Je ne le dis jamais. D'accord, je serai là. Je raccroche et sens immédiatement la douleur familière derrière mes yeux s'intensifier. La pièce tangue légèrement. Je m'agrippe au comptoir. Ça va? Ma collègue, J'aime, a l'air inquiète. Oui, juste fatiguée. Cette nuit-là, j'ai un saignement de nez qui ne s'arrête pas pendant 15 minutes. Je me dis que c'est l'air sec. Ce n'est rien. Sur le chemin du retour, je reçois un texto de Meredith. N'oublie pas de récupérer les serviettes personnalisées et de porter quelque chose de joli. Les parents de Tyler seront là. Pas un comment vas-tu, pas un merci de m'aider, juste des ordres. Mon téléphone vibre à nouveau. Papa, cette fois. Peux-tu aller chercher tante Carole à l'aéroport vendredi? Maman et moi sommes occupés avec les préparatifs de la fête de Meredith. Je me gare sur le bord de la route. Mes mains tremblent, et je ne sais pas si c'est de rage ou autre chose. Rachel débarque à mon appartement sans prévenir, avec de la nourriture thaïlandaise et une expression inquiète. Tu as une mine de déterré, dit-elle en me poussant pour entrer dans la cuisine. Merci. Moi aussi, je t'aime. Rachel Miller est ma meilleure amie depuis la rentrée en première année. C'est la seule personne qui m'ait vu pleurer à cause de ma famille. Elle est aussi d'une franchise brutale, ce que j'aime et déteste à la fois. Grace. Elle pose la nourriture et se tourne vers moi. C'est quand la dernière fois que tu as dormi? Vraiment dormi. Je dors. Menteuse. Elle croise les bras. J'ai parlé à J'aime. Elle a dit que tu as failli t'évanouir au travail hier. J'avais juste des vertiges. C'est le stress des examens. C'est le stress de ta famille. La voix de Rachel s'adoucit. Grace, tu te détruis pour des gens qui ne viendront même pas à ta remise de diplôme. Ils viennent à la remise des diplômes. Vraiment? J'ouvre la bouche pour protester, puis la referme, parce que la vérité, c'est que je n'en sais rien. Maman n'en a pas parlé depuis des semaines. Papa oublie sans cesse la date. Meredith ne sait même pas que je suis major. Ils viendront, dis-je faiblement. C'est ma remise de diplôme. Rachel s'assied en face de moi. Chérie,
en 4 ans, ils ne sont venus à aucune cérémonie de remise de prix. Pas une seule. Tu te souviens quand tu as gagné cette bourse d'enseignement? Qui était dans le public? Toi et papy. Exactement. Elle tend la main par-dessus la table et prend la mienne. Grace, tu n'as pas à continuer de te consumer pour les réchauffer. Ils ne regardent même pas la flamme. Mes yeux piquent. Je cligne rapidement des yeux. Cette nuit-là, après le départ de Rachel, je me brosse les dents quand ma vision se dédouble soudainement. Je m'agrippe au lavabo. Le mal de tête est de retour, pire qu'avant. Je devrais voir un médecin, je pense. Mais il n'y a pas le temps. La fête de fiançailles est demain. J'avale 2 autres ibuprofènes et je vais me coucher. Mon téléphone s'allume. Un texto de Rachel. S'il arrive quoi que ce soit, appelle ton grand-père. C'est le seul qui s'en soucie vraiment. Je ne réponds pas, mais je n'efface pas non plus le message. La fête de fiançailles de Meredith. Je suis debout depuis 6 heures, à installer des chaises, arranger des fleurs, remplir des verres de champagne, jouant le rôle pour lequel je suis né, le système de soutien invisible. Le jardin est magnifique. Des guirlandes lumineuses blanches tendues à travers les chênes, un gâteau à 3 étages qui a coûté plus que mon loyer mensuel, 40 invités en tenue de cocktail, riant et portant un toast à l'avenir de ma sœur. Personne ne pose de questions sur le mien. Grace, plus de champagne par ici. Maman fait un signe de l'autre côté de la pelouse. Je saisis une autre bouteille et me ferai un chemin à travers la foule. Ma tête me martèle. Je souris malgré tout. Meredith tient le haut du pavé près de la fontaine, le bras de Tyler autour de sa taille. Elle en est à son 3e verre de champagne et rayonne. Tout le monde, voici ma petite sœur. Elle me tire sous les projecteurs. Grace s'occupe de tout ici. Sérieusement, je ne sais pas ce qu'on ferait sans elle. Quelques applaudissements dispersés, quelques sourires polis. Puis Meredith se penche, sa voix portant juste assez loin. Elle est si douée pour, vous savez, aider. Elle va être enseignante. Vous imaginez? Moucher des nez toute la journée. Des rires, légers, méprisants. Je continue de sourire. Mon visage me fait mal. Oh, et elle est diplômée la semaine prochaine, ajoute Meredith comme une pensée après coup. Val. Quelque chose. Comment ça s'appelle déjà? Major de promotion, dis-je doucement. C'est ça. Meredith agite la main. Elle a toujours été l'intelligente. Mais l'intelligence n'achète pas des loups-boutins, n'est-ce pas? D'autres rires. Je m'excuse pour aller à la cuisine, je m'appuie contre le comptoir, je respire. Par la fenêtre, je remarque un homme plus âgé qui observe la scène. Je le reconnais, Monsieur Patterson, un ancien collègue de papy. Son expression est illisible. Mon téléphone vibre, un texto d'un numéro inconnu. Ton grand-père devrait savoir comment ta famille te traite. Je lève les yeux. Monsieur Patterson lève légèrement son verre dans ma direction, puis se détourne. Mes mains tremblent. Mais cette fois, je ne pense pas que ce soit juste l'humiliation. Après la fête, je suis seul dans la cuisine, les bras dans la vaisselle jusqu'au coude. Tous les autres sont dans le salon, s'extasiant sur les photos de fiançailles. Maman entre, le visage rouge de vin et de satisfaction. Grace, j'ai une merveilleuse nouvelle. Je ne me retourne pas. Qu'est-ce que c'est? Nous allons à Paris. Toute la famille. Tyler nous invite pour célébrer les fiançailles. Mes mains s'arrêtent dans l'eau savonneuse. Paris? Quand? Samedi prochain. Nous partons vendredi soir. Vendredi soir. La remise des diplômes est samedi matin. Lentement, je me retourne. Maman, ma remise des diplômes est samedi. Elle agite la main. Je sais, chérie, mais les vols étaient déjà réservés quand nous nous en sommes rendus compte. Tyler a eu une si bonne offre. Vous manquez ma remise de diplôme pour des vacances. Ne le dis pas comme ça. Maman fronce les sourcils. Ce ne sont pas juste des vacances. C'est pour ta sœur. Je suis major de promotion, maman. Je dois faire un discours. Et tu seras merveilleuse.
Tu n'as pas besoin de nous là-bas, Grace. Tu as toujours été si autonome. Je la fixe, attendant qu'elle s'entende, attendant que quelque chose fasse tilt. Rien. Papa est d'accord avec ça? Comme s'il était invoqué, papa apparaît dans l'embrasure de la porte. Il ne peut pas croiser mon regard. Grace, ta mère et moi en avons discuté. Meredith a besoin du soutien de la famille en ce moment. Elle traverse un grand changement dans sa vie. Et être diplômé major de promotion n'est pas un grand changement dans la vie? Tu es forte, la voix de papa hélas. Tu n'as pas besoin de nous comme ta sœur. La pièce tangue. Je m'agrippe au comptoir. Grace. La voix de maman semble lointaine. Tu as l'air pâle. Ça va. Ça ne va pas. Ma vision se brouille sur les bords. Le mal de tête hurle maintenant, une pression aiguë derrière mon œil gauche. Je dois y aller, j'arrive à dire. Je travaille tôt demain. Je sors avant qu'il ne puisse répondre. Dans la voiture, je reste assise dans le noir pendant 10 minutes. Puis je conduis jusqu'à mon appartement vide et je pleure jusqu'à en perdre le souffle. 3 jours avant la remise des diplômes, je suis allongé sur le sol de mon appartement parce que se lever semble impossible. La voix de Rachel crépite à travers le haut-parleur du téléphone. Il sèche ta remise de diplôme pour des vacances? Des vacances? C'est pour les fiançailles de Meredith. Grace, arrête de leur trouver des excuses. Je ne leur trouve pas d'excuses. J'accepte simplement la réalité. C'est pire. Je fixe le plafond. Il y a une tache d'humidité en forme de cœur brisé. C'est de circonstance. 4 ans, continue Rachel. 4 ans que tu t'es tué à la tâche et ils ne peuvent pas reporter un voyage? Apparemment non. Elle se tait, puis sa voix s'adoucit. Comment te sens-tu physiquement? Je veux dire, tu avais l'air bizarre au téléphone hier. Ça va, Grace, vraiment. Juste fatigué. Cette nuit-là, je me réveille à 3 heures du matin avec le pire mal de tête de ma vie. La douleur est si intense que je gémis. Je titube jusqu'à la salle de bain. Du sang. Mon nez saigne à nouveau. Fortement, cette fois. Ça ne s'arrête pas. Je m'assieds sur le carrelage froid, la tête penchée en arrière, j'attends. 15 minutes. 20. Finalement, ça ralentit. Je me regarde dans le miroir. Des cernes, des joues creuses. Quand ai-je commencé à ressembler à un fantôme? Je devrais voir un médecin. Mais la remise des diplômes est dans 3 jours, et j'ai un discours à mémoriser. J'envoie un texto à Rachel. Ça va. Je me rendors. Puis j'ouvre mes photos, je fais défiler jusqu'à en trouver une de papy et moi, du Noël dernier. C'est le seul qui regarde l'appareil photo, le seul qui se tient à côté de moi. Je pense à ce que Rachel a dit. S'il arrive quoi que ce soit, appelle ton grand-père. C'est le seul qui s'en soucie vraiment. J'enregistre son numéro comme mon deuxième contact d'urgence, au cas où. Puis j'avale d'autres ibuprofènes et je me dis, 3 jours de plus. Je peux survivre 3 jours de plus. Si vous vous êtes déjà senti invisible pour les personnes qui étaient censées vous aimer le plus, si vous avez déjà été celui sur qui tout le monde compte mais que personne ne voit vraiment, commentez invisible ci-dessous. Je vous vois. J'étais vous. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé à ma remise de diplôme, ce qui s'est vraiment passé quand je suis monté sur cette scène, restez avec moi, parce que la suite. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Un jour avant la remise des diplômes, Papy Howard appelle alors que je répète mon discours pour la 100e fois. Grace, es-tu prête pour demain? Aussi prête que je ne le serai jamais. Je pose mes fiches. Es-tu sûr de pouvoir venir? Je sais que la route est longue. Des chevaux sauvages ne pourraient pas m'en empêcher. J'entends le sourire dans sa voix. Je pars ce soir, je reste dans un hôtel près du campus. Je veux être là tôt. Ma gorge se serre. Papy, tu n'es pas obligé. Je le veux. Et je dois te donner quelque chose. Il fait une pause. Quelque chose que ta grand-mère voulait que tu aies. Grand-mère? Elle l'a laissé pour toi avant de mourir. Elle m'a fait promettre d'attendre que tu sois diplômé de l'université.
Elle savait que tu y arriverais, Grace. Même avant ta naissance, elle le savait. Je ne sais pas quoi dire, papy. Qu'est-ce que c'est? Tu verras demain. Sache juste que ta grand-mère et moi avons toujours cru en toi. Même quand. Il s'interrompt. Même quand quoi? Même quand les autres ont oublié de le faire. Une longue pause. Grace, est-ce que ton père t'a déjà dit que j'avais proposé de t'aider avec tes frais de scolarité? Quoi? C'est nouveau pour moi. Non. Il a toujours dit que tu ne pouvais pas nous aider toutes les deux. Papy laisse échapper un son entre un soupir et un rire amer. C'est ce qu'il t'a dit? Papy, que veux-tu dire? Demain, dit-il doucement. Nous parlerons demain, après la cérémonie. Pour l'instant, sache juste ceci. Tu n'es pas seul, Grace. Tu ne l'as jamais été. Je raccroche le téléphone, plus confuse qu'avant. Papy avait de l'argent? Il a proposé d'aider avec mes frais de scolarité? Alors où est-il passé? Les questions tournent en rond dans ma tête. Ma tête me fait mal, mais je n'ai pas le temps de m'attarder. Demain est le plus grand jour de ma vie. Je dois juste tenir une nuit de plus. Le matin de la remise des diplômes. Je me réveille avec un mal de tête lancinant et un texto de maman. On vient d'atterrir à Paris. Passe une excellente remise de diplôme, chérie. Tellement fier de toi. En pièce jointe, un selfie. Toute la famille à l'aéroport Charles de Gaulle. Meredith fait la moue pour la photo. Papa fait un pouce en l'air. Maman sourit comme si elle n'avait aucun souci au monde, comme si elle n'avait pas abandonné sa fille le jour le plus important de sa vie. Je ne réponds pas. Rachel vient me chercher à 9 heures. Elle me jette un regard et fronce les sourcils. Grace, tu es grise. Jean, vraiment grise. Je suis nerveuse. Ça va. Ça ne va pas. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? J'ai bu un café. Ce n'est pas de la nourriture. Elle me force à manger la moitié d'une barre de céréales pendant qu'elle conduit. J'arrive à prendre 3 bouchées avant que mon estomac ne se rebelle. Le campus bourdonne déjà d'activités. Des familles partout. Des ballons, des fleurs, des parents fiers qui prennent des photos. J'essaie de ne pas les regarder. Dans la zone de préparation, je vérifie mon téléphone une dernière fois. Un autre texto de maman. Envoie des photos. On veut tout voir. Ils veulent tout voir, mais ils ne voulaient pas être là pour voir quoi que ce soit. Je suis sur le point de ranger mon téléphone quand je remarque quelque chose, mon formulaire de contact d'urgence pour l'université. Je l'ai rempli en première année et je ne l'ai jamais mis à jour. Contact principal, Douglas Donovan, père. Contact secondaire, Pamela Donovan, mère. D'un coup, je consulte le formulaire en ligne. J'ajoute une 3e ligne. Contact secondaire, Howard Donovan, grand-père. Je ne sais pas pourquoi. Ça me semble juste. Puis je le vois. Papy, au premier rang, déjà assis, déjà en train d'attendre. Il me fait un signe. Dans ses mains, je vois une enveloppe Kraft. Je lui fais un signe en retour. Pour la première fois de la semaine, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Grace Donovan. Un régisseur s'approche. C'est à vous dans 10 minutes. 10 minutes. Je peux le faire. Je dois juste rester debout assez longtemps pour tenir. 3000 personnes. Le soleil tape fort. Ma toque me serre. La toge noire absorbe la chaleur comme un four. Mon nom résonne dans les haut-parleurs. Et maintenant, notre major de promotion, Grace Donovan. Applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements. Je marche vers le podium, un pied devant l'autre. Les lumières de la scène sont aveuglantes. Je m'agrippe au micro. Je trouve Papy dans la foule. Il rayonne. Rachel est à côté de lui, son téléphone à la main, en train de filmer. 2 sièges vides à côté d'eux. Réservés pour la famille. Personne ne les a réclamés. Je me racle la gorge. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je me tiens devant vous non seulement grâce à des notes ou des résultats d'examen, mais aussi grâce aux personnes qui ont cru en moi.
Les mots sont là. Je les ai répétés 1000 fois. Mais quelque chose ne va pas. La scène bascule. Ma vision se rétrécit, se concentrant sur un seul point. Le micro glisse. J'entends ma propre voix, lointaine, étrange. On crut en moi quand je ne le pouvais pas. Une douleur explose derrière mes yeux, blanche, brûlante, aveuglante. Le monde tourne. Je vois le visage de Papy, la confusion se muant en horreur. Je vois Rachel se lever. Je vois les 2 sièges vides. Et puis je ne vois plus rien. Mon corps heurte le sol de la scène avec un son que je n'oublierai jamais. Des cris. Quelque part, au loin, des gens crient. Appelez le 911. Appelez un médecin. Que quelqu'un appelle sa famille. Des mains sur mon visage. La voix de Rachel, tremblante. Grace? Grace, tu m'entends? La main burinée de Papy qui serre la mienne. Je suis là, ma chérie. Je suis là. J'essaie de parler, d'essayer de leur dire que ça va, mais l'obscurité m'engloutit. La dernière chose que j'entends avant que tout ne devienne noir, c'est la voix d'un inconnu, urgente et paniquée. On appelle ses parents maintenant. Quelqu'un a leur numéro? Ils ne répondront pas, je pense. Puis je disparais. Cette partie de l'histoire, je n'en ai pas été témoin moi-même. Rachel me l'a raconté plus tard, quand j'ai enfin pu supporter de l'entendre. L'ambulance a mis 14 minutes. J'étais inconsciente tout le temps. À l'hôpital, les médecins ont agi rapidement. Scanner, puis IRM. Leurs visages se sont assombris à chaque résultat. Tumeur au cerveau, a dit le neurochirurgien à Rachel et à Papy dans la salle d'attente. Elle appuie sur son lobe frontal. Nous devons opérer immédiatement. Opérer? La voix de Rachel s'est brisée. Tout de suite. Dans l'heure. Nous avons besoin du consentement de la famille. Rachel a sorti mon téléphone, a trouvé le numéro de mes parents. Premier appel, directement sur la messagerie vocale. Deuxième appel, directement sur la messagerie vocale. Troisième appel, messagerie vocale. S'il vous plaît, a supplié Rachel dans le téléphone. Grace est à l'hôpital. C'est une urgence. Rappelez-nous. Rien. Papy a essayé ensuite, a appelé son fils directement. Douglas a décroché à la 5e sonnerie. Papa, on est à l'aéroport, sur le point d'embarquer. Grace s'est effondrée à la remise des diplômes. Elle a une tumeur au cerveau. Elle entre en chirurgie dans 40 minutes. Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Douglas, étrangement calme. Papa, on est sur le point de décoller. Tu peux t'en occuper? On appellera quand on atterrira. Rachel m'a dit que le visage de Papy s'est pétrifié. Ta fille est sur le point de subir une opération au cerveau d'urgence, a-t-il dit lentement, et tu me demandes de m'en occuper? Papa, le vol dure 12 heures. Le temps qu'on revienne, elle sera déjà sortie de chirurgie. On ne peut rien faire d'ici. Une longue pause. Douglas, je veux que tu entendes bien ceci. Si tu montes dans cet avion, ne prends même pas la peine de me rappeler. Mais Douglas est monté dans cet avion. Ils l'ont tous fait. Papy a signé les formulaires de consentement en tant que mon contact d'urgence. Et quand ils m'ont emmené en chirurgie, j'avais 2 personnes qui attendaient, mon grand-père et ma meilleure amie. Ma famille était à 10 000 mètres d'altitude, choisissant Paris plutôt que moi. Je me réveille 3 jours plus tard. La première chose que je vois, c'est du blanc, plafond blanc, mur blanc, drap blanc. La deuxième chose que je vois, c'est Papy, endormi dans un fauteuil à côté de mon lit, portant toujours le costume de la remise des diplômes. La troisième chose que je vois, c'est Rachel, recroquevillée sur un lit de camp dans un coin, des cernes sous les yeux. J'essaie de parler. Ma gorge est comme du papier de verre. Rachel s'agite, ouvre les yeux, me voit. Grace. Elle est à mon chevet en quelques secondes, les larmes coulant. Oh mon Dieu, Grace. Papy se réveille. Son visage s'effondre de soulagement. Ma fille, murmure-t-il. Ma courageuse fille. J'essaie de former des mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Rachel et Papy échangent un regard,
le genre de regard qui me dit que quelque chose ne va pas du tout. Tu avais une tumeur au cerveau, dit Rachel prudemment. Ils l'ont enlevée. Tu vas t'en sortir. Une opération? Il y a 3 jours. Tu as été inconsciente pendant 3 jours. Je tourne la tête, je vois mon téléphone sur la table de chevet, en train de charger. Mes parents? Un autre regard échangé. Rachel me tend le téléphone. Grace, peut-être que tu devrais attendre. Mais j'ouvre déjà Instagram. Et voilà. Publié il y a 18 heures. Une photo de toute ma famille, maman, papa, Meredith debout devant la tour Eiffel au coucher du soleil. La légende, voyage en famille à Paris. Enfin, pas de stress, pas de drame. 247 j'aime. 32 commentaires, tous dithyrambiques. Je fais défiler les autres photos. Du champagne dans un café. Meredith dans une robe haute couture. Papa mangeant des croissants. Pas une seule mention de moi. Pas une. Grace, la voix de Rachel est douce. Ils savent que tu es à l'hôpital. Papy les a appelés. Je regarde mon grand-père. Sa mâchoire est serrée. Ils savent. Je regarde à nouveau la photo. Pas de stress, pas de drame. C'est ce que je suis pour eux. Du stress. Du drame. Je ferme Instagram. Je ne pleure pas. Je n'ai plus l'énergie de pleurer. 4 jours après l'opération, je reprends des forces. Les médecins disent que la tumeur était bénigne. Ils l'ont détectée juste à temps. Je ne publie rien sur les réseaux sociaux, je ne commente pas les photos de Meredith, je n'appelle pas pour confronter mes parents. J'existe, je guéris, j'essaie de digérer. Papy vient me voir tous les jours. Rachel vit pratiquement dans ma chambre d'hôpital. Les infirmières les connaissent toutes les deux par leur nom. Tu dois manger plus, dit papy en me tendant un récipient de soupe. Je n'ai pas faim. Grace Eleanor Donovan, tu mangeras cette soupe, ou je te la donnerai à la cuillère moi-même. Je souris presque. Presque. Ce soir-là, Rachel rentre chez elle pour prendre une douche. Papy s'endort dans son fauteuil. Je suis enfin seul avec mes pensées. C'est alors que mon téléphone s'allume. Un appel manqué de papa. 5 appels manqués de papa. 20 appels manqués de papa. 65 appels manqués de papa. Mon cœur rate un battement. Puis les textos commencent à arriver. Papa, Grace, rappelle-moi. C'est important. Papa, réponds à ton téléphone. Papa, on doit parler maintenant. Papa, Grace, c'est urgent. Appelle immédiatement. Maman, chérie, appelle ton père, s'il te plaît. Meredith, Grace, qu'est-ce que tu as fait? Papa est en panique. Je l'ai fait défiler. 65 appels manqués, 23 textos. Pas un seul ne demande comment je vais. Pas un seul ne dit on est désolé. Pas un seul ne dit on t'aime. Juste, on a besoin de toi. Réponds immédiatement. Je montre à papy quand il se réveille. Son visage s'assombrit. Ils savent, dit-il doucement. Ils savent quoi? Il prend une profonde inspiration. Grace, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose sur la vraie raison de leurs appels. Que veux-tu dire? Ce n'est pas parce qu'ils s'inquiètent pour toi. Sa voix est lourde. C'est parce que je leur ai parlé du cadeau, le cadeau de ta grand-mère, et ils viennent de réaliser ce qu'ils pourraient perdre. Mon sang se glace. Papy, quel cadeau? Il me regarde avec des yeux fatigués et tristes. Il est temps que tu saches la vérité. Papy rapproche sa chaise, me prend la main. Il y a 22 ans, à ta naissance, ta grand-mère et moi avons pris une décision. Nous avons ouvert un compte d'épargne-études à ton nom. Pour l'université? Pas exactement. Il secoue la tête. Nous savions que tes parents paieraient pour l'université. C'est ce que nous nous disions, en tout cas. Ce compte était différent. Un cadeau de fin d'études. Un capital de départ pour ton avenir. Ta grand-mère l'appelait ton au fond pour la liberté. Combien? Papy hésite. Assez pour acheter une petite maison,
ou démarrer une entreprise, ou verser un acompte sur les rêves que tu avais. Ma tête tourne. C'est une somme qui change une vie. Mais papa m'a dit que vous n'aviez pas d'argent pour aider avec mes frais de scolarité. Que vous ne pouviez aider que Meredith parce que Meredith a demandé. La voix de papy devient amère. Ton père m'a demandé de l'argent pour vos 2 éducations. Je lui en ai donné. J'ai fait 2 chèques, un pour toi, un pour Meredith. Le même montant. Alors, où est passé mon argent? Où? Je ne sais pas, mais je peux deviner. Il sort son téléphone, me montre une photo, un relevé de banque, 2 retraits le même jour, il y a 4 ans. Tes parents ont encaissé les 2 chèques. Ils ont mis la part de Meredith pour ses frais de scolarité. Et la tienne? Je pense à la rénovation de leur nouvelle cuisine, au sac de créateur de maman, au fonds de vacances qu'ils semblent toujours avoir. Ils l'ont dépensé, je murmure. Je le crois. Et ce fonds pour la liberté. Ils n'en savaient rien. Je ne leur ai jamais dit. Je savais, Grace. Même à l'époque, je savais qu'ils te traitaient différemment. Cet argent a toujours été destiné à leur échapper complètement, à t'être versé directement le jour de ta remise de diplôme. Mais maintenant, ils savent. Je l'ai dit à ton père quand tu étais en chirurgie. J'étais en colère. J'ai dit que s'il ne rentrait pas, je m'assurerais que tu reçoives tout. Papy soupire. Je n'aurais pas dû le dire comme ça, mais j'étais furieux. C'est pour ça qu'ils appellent. Oui. Pas pour toi. Pour l'argent. Ils arrivent l'après-midi suivant. Je les entends avant de les voir, les talons de maman claquant dans le couloir de l'hôpital, sa voix trop forte. Quelle chambre? Donovan. Grace Donovan. Rachel se lève de sa chaise. Je devrais y aller. Reste, s'il te plaît. Elle hoche la tête, prend position près de la fenêtre. La porte s'ouvre brusquement. Maman entre en trombe la première, le visage arrangé dans une parfaite sollicitude maternelle. Grace, mon bébé. Nous sommes venus aussi vite que possible. Elle se penche pour me serrer dans ses bras. Je ne la serre pas en retour. Vous êtes venus aussi vite que possible, je répète lentement. 5 jours après que j'ai failli mourir. Les vols étaient complets. Instagram dit que vous avez posté depuis le Louvre hier. Le visage de maman vacille. Nous essayons de tirer le meilleur parti d'une situation difficile. Papa entre derrière elle. Il a l'air fatigué. Il ne peut pas croiser mon regard. Puis Meredith, des sacs de shopping à la main, portant réellement des sacs de shopping dans une chambre d'hôpital. Salut, Grace. Elle ne s'approche pas du lit. Tu as meilleure mine que ce à quoi je m'attendais. Rachel laisse échapper un son dans le coin. Je ne la regarde pas, mais je sens sa rage de l'autre côté de la pièce. Meredith, dis-je calmement. J'ai eu une opération au cerveau. Je sais. C'est fou, n'est-ce pas? Elle pose ses sacs. Bref, on a écourté le voyage, alors de rien. La pièce tombe dans le silence. Puis maman se racle la gorge. Grace, ma chérie, nous devrions parler en famille. Elle regarde Rachel d'un air entendu. En privé. Rachel reste. Grace. Rachel était là quand je me suis réveillé. Rachel m'a tenu la main avant l'opération. Rachel reste. Les lèvres de maman se pincent, mais avant qu'elle ne puisse protester, la porte s'ouvre à nouveau. Papy Howard. La température chute de 10 degrés. Papa se raidit. Papa. Douglas. La voix de papy est glaciale. Pamela. Meredith. Il s'approche de mon lit, me prend la main. Je vois que vous avez enfin trouvé du temps dans votre emploi du temps. Maman commence à parler. Papy la coupe. Tais-toi. Tais-toi, c'est tout. Si votre famille est déjà revenue en courant, non pas parce que vous leur manquiez, mais parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de vous, ils sont revenus dans les commentaires. Je connais ce sentiment. Je sais à quel point ça vous vide. Mais voici le truc. Ce qui s'est passé ensuite dans cette chambre d'hôpital? Ça a tout changé.
J'avais attendu toute ma vie pour dire ce que j'allais dire. Alors accrochez-vous, car c'est là que ça devient sérieux. Papa essaie en premier. Papa, pouvons-nous parler de ça rationnellement? Rationnellement? La voix de papy est calme, ce qui est en quelque sorte pire que des cris. Ta fille s'est effondrée sur scène. Elle avait une tumeur au cerveau. L'hôpital vous a appelé 47 fois. Nous étions dans un avion. Vous n'étiez pas dans un avion. Vous étiez à la porte d'embarquement. Je t'ai parlé, Douglas. Tu as choisi d'embarquer quand même. Maman s'avance. Howard, c'est une affaire de famille. Grace est de la famille. C'est ma famille. Et depuis 22 ans, je vous regarde la traiter comme si elle n'existait pas. Ce n'est pas vrai. Le sang-froid de maman craque. Nous aimons Grace. Vous aimez ce que Grace fait pour vous. C'est différent. Papy se tourne vers papa. Dis-moi, Douglas, c'est quand l'anniversaire de Grace? Papa cligne des yeux. Mars? Non, avril. Le 15 octobre, dis-je doucement. C'est le 15 octobre, papa. Il a la décence d'avoir honte. Papy continue. Quel est son livre préféré? Le nom de sa meilleure amie? Quel poste a-t-elle accepté après avoir été diplômée? Silence. La mâchoire de Rachel est serrée. Elle sait toutes ces choses. Elle les sait depuis 4 ans. Meredith lève les yeux au ciel. Papy, c'est ridicule. On n'a pas fait tout ce chemin en avion pour jouer aux 20 questions. Non, dit papy. Vous êtes revenu parce que vous avez entendu parler de l'argent. Le mot tombe comme une bombe. Le visage de maman pâlit. Nous sommes venus parce que Grace était malade. Vous êtes venu parce que j'ai dit à Douglas que Grace recevrait son héritage directement, sans vous comme intermédiaire. Les yeux de papy sont durs. Soudain, après 4 ans à l'ignorer, vous vous souciez de son bien-être. Cet héritage appartient à la famille. Cet héritage appartient à Grace. La voix de papy s'élève pour la première fois. Sa grand-mère le lui a laissé, pas pour le mariage de Meredith à l'étranger, pas pour la rénovation de votre cuisine. Maman ouvre la bouche, la referme. Je vois les calculs se faire derrière ses yeux, et quelque chose en moi se glace. Tu veux savoir la vérité, Howard? La voix de maman change, quelque chose de brut perce. Très bien. Tu veux la vérité? Papa attrape son bras. Pam. Elle le repousse. Non, il veut faire de moi la méchante. Allons-y. Elle se tourne vers moi. Ses yeux sont humides, mais pas de culpabilité. De quelque chose de plus ancien, de plus blessé. Tu veux savoir pourquoi j'ai toujours gardé mes distances avec toi, Grace? Parce qu'à chaque fois que je te regarde, je la vois, elle. Qui? Eleanor. Maman crache le nom comme un poison. Ta précieuse grand-mère. La femme qui a passé 30 ans à me faire sentir que je n'étais pas assez bien pour son fils. Papy devient très immobile. La première fois que je suis arrivé dans cette famille, continue maman, Eleanor m'a regardé comme si j'étais de la saleté sous ses chaussures. 26 ans de commentaires désobligeants. 26 ans de Douglas, es-tu sûr de celle-ci? 26 ans à ne jamais être assez bien. Je ne peux pas parler. Et puis elle est morte. Et j'ai pensé, enfin. Enfin, je peux être accepté. Maman rit amèrement. Mais ensuite tu es né, Grace. Et tu lui ressemblais trait pour trait. Mêmes yeux, même menton têtu, tout pareil. Ce n'est pas la faute de Grace, dit Rachel sèchement. Je le sais. Crie maman, puis plus doucement, je le sais. Mais à chaque fois que je la regardais, je voyais Eleanor, en train de me juger. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Elle s'interrompt, se couvre le visage. Je devrais ressentir de la sympathie. Une partie de moi en ressent. Mais une autre partie de moi pense, j'étais un bébé. J'étais une enfant. J'ai passé 22 ans à me demander pourquoi ma mère ne pouvait pas m'aimer. Et la réponse est parce que j'ai le visage de ma grand-mère. Une femme que je n'ai même jamais rencontrée. Maman, dis-je lentement. Je ne suis pas grand-mère Eleanor.
Je sais. Le sais-tu vraiment? Parce que j'ai passé toute ma vie à payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Elle ne répond pas. Cela me dit tout. Je me redresse contre les oreillers. Mon corps est faible, mais ma voix est ferme. Maman, dis-je, je comprends maintenant. Tu as eu une relation douloureuse avec grand-mère. Tu t'es senti jugé. Cela t'a blessé. Une lueur d'espoir brille dans ses yeux. Mais ce n'est pas de ma faute. L'espoir s'éteint. Pendant 22 ans, j'ai tout fait correctement. Des notes parfaites, aucun problème. J'ai eu 3 emplois pour que vous n'ayez pas à payer mes études. Je suis venu à chaque événement familial. J'ai aidé à chaque fête, chaque jour férié, chaque crise. Grèce. Je n'ai pas fini. Ma voix ne faiblit pas. J'ai fait tout ça parce que je pensais que si j'essayais assez fort, tu finirais par me voir. Par m'aimer enfin comme tu aimes Meredith. Meredith se sent mal à l'aise. Mais j'avais tort. Parce que tu n'allais jamais me voir. Tu allais toujours la voir, elle. Je me tourne vers papa. Et toi? Tu as regardé ça se produire pendant 22 ans et tu n'as rien dit. Il tressaille. Grèce, je ne savais pas comment. Comment quoi? Défendre ta fille? Demander à ta femme pourquoi elle sursaute quand j'entre dans une pièce? C'est compliqué. Ce n'est vraiment pas le cas. Je secoue la tête. Tu as choisi la voie de la moindre résistance. Et la voie de la moindre résistance signifiait me sacrifier. Papy me serre la main. Je les regarde chacun à leur tour, maman, pleurant doucement, papa, fixant le sol, Meredith, les bras croisés, sur la défensive. Je ne vous déteste pas, dis-je, aucun d'entre vous. Mais je ne peux pas non plus continuer à faire comme si c'était normal. Je ne peux pas continuer à être l'invisible. Que veux-tu? Demande papa doucement. Je prends une profonde inspiration. Je veux que vous me voyiez comme une personne. Pas comme un fantôme, pas comme un fardeau, pas comme quelqu'un qui existe pour vous faciliter la vie. Et si vous ne le pouvez pas? Je croise son regard. Alors je ferai le deuil de la famille que j'aurais aimé avoir, et j'en construirai une nouvelle. La pièce est silencieuse. Je me tourne vers papy. Je veux parler du cadeau de grand-mère. Il hoche la tête, sort l'enveloppe Kraft de sa veste, la même enveloppe qu'il a apportée à la remise des diplômes. C'est à toi, dit-il. Ta grand-mère l'a mis de côté il y a 25 ans. Il a généré des intérêts depuis. Je prends l'enveloppe. Ne l'ouvre pas. Je sais ce que vous pensez, dis-je à mes parents. Vous vous demandez si je vais le partager, si je vais payer le mariage de Meredith ou financer votre prochaine rénovation. Maman commence à parler, s'arrête. Je ne vais pas faire ça. Grèce. Meredith rompt enfin son silence. C'est tellement égoïste. Grand-mère aurait voulu. Grand-mère voulait que je l'aie. Pas toi. Moi. Mais nous sommes une famille. Une famille? Je ris presque. Tu utilises ce mot maintenant? Après avoir posté des photos Instagram de Paris pendant que j'étais en chirurgie du cerveau? Le visage de Meredith rougit. Je ne savais pas que c'était si grave. Parce que tu n'as pas demandé. Elle se tait. Je regarde maman. Je ne prends pas cet argent pour te faire du mal. Je le prends parce qu'il est à moi. Parce que grand-mère voulait que j'aie des options. Que je ne dépende pas de gens qui me voient comme une pensée après coup. Et nous? Demande papa. On est juste censé te perdre? Vous m'avez déjà perdu. Ma voix s'adoucit très légèrement. Il y a des années. Quand vous avez arrêté de venir. Quand vous avez arrêté de me demander comment j'allais. Quand vous m'avez laissé devenir invisible. Je prends une profonde inspiration. Mais je ne ferme pas complètement la porte. Si vous voulez faire partie de ma vie, vraiment faire partie de ma vie, vous devez le mériter. Vous devez me voir comme Grèce, pas comme le fantôme d'Éléanore, pas comme le second choix de Meredith. Juste moi. Et si on essaie? La voix de maman est faible. Alors on peut recommencer, lentement, avec des limites. Quel genre de limites? Je la regarde dans les yeux.
Je vous le ferai savoir quand je serai prête. Meredith bouge la première. Elle attrape ses sacs de shopping, le visage crispé de colère. C'est insensé. Tu choisis de déchirer cette famille pour de l'argent. Il ne s'agit pas d'argent, Meredith. Vraiment? Parce qu'on dirait que... J'ai failli mourir. Tu es allé faire du shopping. Elle se fige. Je ne dis pas ça pour te faire culpabiliser. Je le dis parce que tu as besoin de l'entendre. Tu as besoin de comprendre ce que ça fait de se réveiller dans un lit d'hôpital et de voir sa famille posée devant la tour Eiffel. Sa lèvre inférieure tremble. Pendant un instant, je vois quelque chose se fissurer derrière ses yeux. Puis elle sort. La porte se referme derrière elle. Maman pleure maintenant. De vraies larmes. Le genre qu'on ne peut pas feindre. Je suis désolée, murmure-t-elle. Je suis tellement désolée, Grace. Je sais que j'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. Je sais, maman. Mais je ne sais pas comment réparer ça. Moi non plus. Pas encore. Je fais une pause. Mais si tu veux vraiment essayer, tu dois te faire aider. Parle à quelqu'un, un thérapeute. Travaille sur ce qu'Eleanor t'a fait ressentir, pour que tu arrêtes de le projeter sur moi. Elle hoche la tête, s'essuie les yeux, part sans un mot de plus. Maintenant, il ne reste que moi, papa, papy et Rachel. Papa s'assoit lourdement sur la chaise à côté de mon lit. Grace, dit-il doucement. Je t'ai laissé tomber. Oui. J'aurais dû te protéger. Oui. Je me disais que tu étais forte, que tu n'avais pas besoin de moi, mais ce n'était qu'une excuse. C'était. Il me regarde pour la première fois, peut-être pour de vrai, il me regarde vraiment. Je ne peux pas effacer 22 ans, mais puis-je essayer de faire mieux? J'étudie son visage, le remords sincère qui s'y trouve. Appelle-moi la semaine prochaine, dis-je enfin. Demande-moi comment je vais, et écoute vraiment la réponse. Il hoche la tête, se lève, me serre la main une fois. Je le ferai. Puis il est parti, lui aussi. 2 semaines plus tard, je sors de l'hôpital avec un bilan de santé parfait. La tumeur a disparu. Les médecins appellent ça un miracle. J'appelle ça une seconde chance. Je ne rentre pas à la maison. J'utilise une petite partie du cadeau de grand-mère pour louer un minuscule appartement près de l'école où j'enseignerai à l'automne. Ce n'est rien d'extraordinaire, une chambre, une kitchenette, une fenêtre qui donne sur un parking. Mais c'est à moi. Les retombées sont rapides. Meredith me bloque sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Sa nouvelle bio dit, certaines personnes n'apprécient pas la famille. Je fais une capture d'écran, je l'envoie à Rachel. Rachel me renvoie une série d'émojis de doigts d'honneur. 2 jours plus tard, je reçois un appel de Rachel. Elle a l'air joyeuse. Tu ne vas pas le croire. Quoi? Tyler, le fiancé de Meredith. Il a entendu toute l'histoire de sa mère, qu'il a entendue par les rumeurs de l'hôpital. Rachel est pratiquement en train de bondir. Il reconsidère les fiançailles. Je ne me sens pas triomphante, juste fatiguée. Ce n'est pas ce que je voulais. Je sais, mais quand même. Une semaine plus tard, je vois sur Facebook que les photos de la fête de fiançailles ont été supprimées. Puis l'annonce des fiançailles elles-mêmes. Maman m'envoie un texto, Meredith est dévastée. J'espère que tu es contente. Je fixe le message un long moment. Puis je réponds, je ne suis pas contente de sa douleur, mais je n'en suis pas responsable non plus. Elle ne répond pas. Papa, à son crédit, appelle bien le mardi suivant, juste quand il a dit qu'il le ferait. Salut, Grace. Salut, papa. Comment te sens-tu? Mieux. Toujours fatigué, mais mieux. Une pause, puis, que as-tu mangé hier soir? Je souris presque. Une si petite question, mais il ne l'a jamais posée avant. Des pâtes, dis-je, avec Rachel. Ça a l'air sympa. C'est maladroit, guindé, mais c'est quelque chose. Pour l'instant, c'est suffisant. 3 mois plus tard, je suis debout dans ma nouvelle salle de classe, arrangeant les bureaux. Anglais pour les 4e, 26 élèves qui commencent lundi. Rachel m'aide à accrocher des affiches,
ou plutôt, critique mon placement d'affiche tout en mangeant mes chips. Un peu plus à gauche, dit-elle, la bouche pleine. Non, ton autre gauche. Je ne sais pas pourquoi je te garde. Parce que je suis adorable et que tu m'aimes. Je ne peux pas contester cela. La pièce commence à me ressembler. Des étagères que j'ai trouvées dans une friperie, un coin lecture avec des coussins dépareillés, un tableau d'affichage qui dit « Chaque voix compte ». Mon téléphone vibre. Papy. Comment avance l'installation? Presque fini. On dîne toujours ensemble dimanche. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'entends son sourire à travers le téléphone. Ta grand-mère serait si fière, Grèce. Construire ta propre classe, ta propre vie. Mes yeux piquent. J'aurais aimé la connaître. Vous vous seriez adoré. Il fait une pause. À ce propos, j'ai trouvé quelque chose en nettoyant le grenier. Une lettre qu'elle a écrite avant de mourir, adressée à ma future petite-fille. Je serre le téléphone. Quoi? Elle l'a écrite il y a 25 ans, avant même que ta mère ne soit enceinte. Elle savait, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est à toi de le découvrir. Je l'apporterai dimanche. Après qu'il a raccroché, je m'assieds dans ma chaise de professeur, celle que j'utiliserai chaque jour de l'année scolaire à venir. Rachel s'affale sur un bureau d'élève. Ça va? Elle m'a écrit une lettre avant ma naissance. Les yeux de Rachel s'écarquillent. C'est assez incroyable. Ouais. Je regarde ma salle de classe, la vie que je construis à partir de rien. Ça l'est. Dehors, le soleil se couche. Une lumière dorée entre par les fenêtres. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sens exactement là où je suis censé être. Un mois plus tard, on frappe à la porte de mon appartement. Un dimanche après-midi. J'ouvre et je trouve papa, debout, tenant une boîte en carton. Salut, Grèce. Je cligne des yeux. Papa, je ne m'attendais pas. Je sais. J'aurais dû appeler. C'est juste que. Il déplace la boîte dans ses bras. Je peux entrer? Je m'écarte, le laisse entrer. Mon appartement est petit mais confortable maintenant. Des plantes à la fenêtre, des photos sur l'étagère, Rachel à la remise des diplômes, papy et moi dans un restaurant, les œuvres de mes élèves de la première semaine d'école. Papa regarde autour de lui, absorbant la scène. Tu as bien aménagé ici. Merci. Il pose la boîte sur ma petite table de cuisine. Je t'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Je retire les rabats en carton. À l'intérieur, des albums photos, de vieux livres, un mouchoir brodé à la main. Les affaires de grand-mère Éléanore, je murmure. Ta mère allait les jeter. Papa ne croise pas mon regard. Je ne pouvais pas la laisser faire. Je soulève le mouchoir. De délicates fleurs cousues sur les bords, les initiales EDE dans le coin. Papa, je ne sais pas quoi dire. Je sais que je ne peux pas réparer 22 ans. Sa voix est rauque. Je sais que je t'ai laissé tomber d'une manière qui ne peut être réparée, mais je voulais que tu aies ça. Pour savoir d'où tu viens. Je pose le mouchoir, je regarde mon père. Il a l'air plus vieux que dans mes souvenirs, fatigué, incertain. Je ne demande pas pardon, dit-il doucement. Je demande juste une chance de faire mieux. Je pense à toutes les années de silence, à tous les anniversaires manqués et au siège vide. Mais je pense aussi à ces appels du mardi, maladroits et guindés, mais constants, chaque semaine. D'accord, dis-je enfin. D'accord. D'accord, tu peux essayer. Je fais une pause. Mais papa, essayer signifie être présent, pas seulement quand c'est pratique. Il hoche la tête, déglutit difficilement. Je comprends. Tu veux un café? Il sourit presque. J'aimerais bien. 6 mois après la remise des diplômes, je suis assise à mon bureau après la dernière sonnerie. La classe est calme maintenant. 26 chaises, 26 histoires, 26 enfants qui reviendront demain, attendant que je leur apprenne à trouver leur voie. On frappe à ma porte. Madame Donovan? C'est Marcus, un de mes élèves les plus discrets. Je peux vous poser une question?
Bien sûr. Il entre timidement. 13 ans, toujours au dernier rang, parle rarement. Vous êtes-vous déjà senti comme si personne ne vous voyait? Mon cœur se serre. Oui, lui dis-je honnêtement. Pendant très longtemps, je me suis senti exactement comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Je réfléchis attentivement à ma réponse. J'ai trouvé des gens qui me voyaient. Mon grand-père, ma meilleure amie. Et finalement, je me tapote la poitrine. J'ai appris à me voir moi-même. C'est tout? C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, je souris. Mais une fois que tu connais ta propre valeur, tu n'as plus besoin que tout le monde te la dise. Il hoche lentement la tête. Merci, Madame Donovan. Après son départ, je reste à mon bureau un peu plus longtemps. Sur mon téléphone, il y a une photo que je regarde parfois. Moi, à 6 ans, tenant la main de ma grand-mère sur une photo que je n'avais jamais vue auparavant. Papy l'a trouvée dans la boîte des affaires d'Eleanor. Elle me sourit. Même si elle est morte avant que j'aie 1 an, sur cette photo, elle me regarde comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Je pensais que l'amour était quelque chose qu'il fallait mériter, pour lequel il fallait travailler, se sacrifier. Maintenant, je sais mieux. L'amour, c'est ceux qui sont présents. L'amour, c'est ceux qui restent. Et je n'ai pas besoin de continuer à me consumer pour prouver que je mérite la chaleur de quelqu'un. Je connais ma valeur maintenant. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. 1 an après la remise des diplômes, mon téléphone sonne pendant que je corrige des copies. Un numéro que je n'ai pas vu depuis des mois. Meredith. Je le laisse sonner 2 fois, 3 fois. Puis je réponds. Grace. Sa voix est plus faible que je ne l'ai jamais entendue. On peut parler? J'écoute. Tyler est parti. Pour de bon, cette fois. Elle rit, mais c'est un rire creux. Il s'avère que sa famille ne voulait pas d'une belle fille issue d'une famille qui abandonne les gens à l'hôpital. Je ne dis rien. Et je me suis endetté. Des cartes de crédit. Je pensais que Tyler m'aiderait à couvrir ça, mais... Elle s'interrompt. Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi m'appelles-tu? Parce que tu es la seule personne qui ne veut rien de moi. Sa voix se brise. Maman et papa sont furieux. Ils n'arrêtent pas de dire que je les ai embarrassés. Mes amis ne m'aimaient que pour l'argent de Tyler. Et je l'entends pleurer. De vraies larmes. Le genre qu'on ne peut pas feindre. Une partie de moi veut dire, maintenant tu sais ce que ça fait d'être seul, d'être abandonné. Mais ce n'est pas ce que je veux être. Meredith, dis-je prudemment. Je suis désolé pour Tyler. Je suis désolé que tu souffres. Tu n'es pas obligé de. Mais je ne peux pas régler ça pour toi. Je ne peux pas rembourser tes dettes ou faire revenir Tyler. Ce n'est plus mon rôle. Silence. Puis, pourquoi as-tu répondu? Parce que tu es ma sœur. Et je voulais que tu saches que je ne te déteste pas. Elle reste silencieuse un long moment. J'ai été horrible avec toi, murmure-t-elle. Oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste que... Je n'ai jamais eu à faire d'efforts. Tout m'a toujours été donné. Et toi, tu travaillais si dur, et je pense. Je pense que j'étais jalouse. Peut-être. Est-ce qu'on pourra un jour aller bien? J'y pense. Vraiment. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais si tu es prête à faire le travail, je suis prête à essayer. Vraiment? Vraiment. Mais Meredith, tu dois vraiment changer, pas seulement dire que tu le feras. Je sais. Je l'espère. 2 ans après la remise des diplômes, je suis assise dans un auditorium bondé, attendant que Papy Howard monte sur scène. La bannière derrière le podium indique « Prix de l'éducateur communautaire de l'année ». Rachel est à côté de moi, bien habillée pour une fois. Je n'arrive pas à croire qu'il soit enfin reconnu. Il le mérite 10 fois plus. L'annonceur appelle son nom. La foule applaudit. Papy marche lentement vers le podium, 80 ans mais toujours droit. Il ajuste le micro, balaie l'audience du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent les miens, puis il sourit.
Merci pour cet honneur, commence-t-il. Mais je veux dédier ce prix à quelqu'un d'autre, ma petite fille, Grace. Mon souffle se coupe. Il y a 2 ans, j'ai vu cette jeune femme s'effondrer sur scène à sa remise de diplôme. Elle avait une tumeur au cerveau. Elle a failli mourir, il fait une pause. Et elle s'est réveillée pour découvrir que les personnes qui auraient dû être là ne l'étaient pas. Le public est silencieux. Mais Grace n'a pas abandonné. Elle n'est pas devenue amère. Au lieu de cela, elle a construit une vie remplie de gens qui l'aiment pour qui elle est, pas pour ce qu'elle peut faire pour eux. Elle enseigne maintenant, façonne de jeunes esprits, montre aux enfants chaque jour qu'ils comptent. Sa voix tremble. Sa grand-mère, mon Éléanore, m'a dit un jour, les personnes oubliées par le monde ont le plus besoin que nous nous souvenions d'elles. Grace m'a appris ce que cela signifie vraiment. Je pleure maintenant. Rachel pleure aussi. Papy lève son prix vers moi. Ceci t'appartient, ma chérie, pour avoir eu le courage de te choisir. Après la cérémonie, je le serre si fort dans mes bras que je pense que je ne le lâcherai jamais. Je t'aime, papy. Je t'aime aussi, Grace. Ta grand-mère serait si fière. Je sais, je murmure. Je le sais enfin. Ma famille est compliquée. Elle le sera toujours. Papa appelle tous les mardis. Maman envoie des cartes pour les fêtes maintenant, prudente et polie. Meredith est en thérapie. Nous nous envoyons des textos parfois. Mais ma vraie famille, ce sont ceux qui sont venus, ceux qui sont restés. Rachel, papy, mes élèves, et finalement, moi-même. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux partager quelque chose avec vous. Je me suis longtemps demandé pourquoi ma mère ne pouvait pas m'aimer. Pourquoi je devais travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Pourquoi j'étais invisible dans ma propre famille. Maintenant, je comprends. Ma mère n'était pas une méchante. C'était une personne blessée qui n'a jamais guéri de sa propre douleur. Les psychologues appellent ça la projection, quand le traumatisme non résolu de quelqu'un se déverse sur quelqu'un d'autre. Elle a vu sa belle-mère sur mon visage, et au lieu de soigner cette blessure, elle l'a laissé empoisonner notre relation pendant 22 ans. Et moi, ma faiblesse était mon désespoir d'approbation. Je continuais de croire que si j'essayais plus fort, si je me sacrifiais plus, si je réussissais assez, il finirait par me voir. C'est ce qu'on appelle la complaisance, et c'est un mécanisme de survie. Il m'a protégé quand j'étais petite, mais à l'âge adulte, il a failli me détruire. La tumeur au cerveau a été la chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée. Mais d'une manière étrange, c'était aussi un cadeau. Elle m'a forcé à voir ma famille clairement. Elle m'a donné la permission d'arrêter de me donner en spectacle pour des gens qui ne regardaient pas. Alors voici ce que j'ai appris, et j'espère que vous le garderez avec vous. Vous ne pouvez pas gagner l'amour de gens qui ne sont pas disposés à le donner. Arrêtez de vous consumer pour réchauffer les autres, surtout quand ils ne regardent même pas la flamme. Votre vraie famille n'est pas déterminée par le sang. Elle est déterminée par ceux qui sont présents quand la vie devient difficile. Et enfin, vous avez le droit de vous choisir. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. Si vous êtes dans une situation comme la mienne, si vous êtes l'invisible, l'oublié, celui qui donne et ne reçoit jamais, je vous vois. Et j'espère que vous apprendrez, comme moi, que la seule approbation dont vous avez vraiment besoin est la vôtre. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous avez votre propre histoire sur la famille, sur les limites, sur l'apprentissage de votre propre valeur, j'adorerais l'entendre. Laissez-la dans les commentaires. Je les lis tous. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, veuillez aimer, vous abonner et activer la cloche de notification. Il y a une autre histoire qui vous attend dans la description. Quelque chose me dit que vous voudrez l'entendre. À la prochaine.